Donc vous avez ici évidemment le tibial antérieur. Alors il faut bien se rappeler que le tibial antérieur on ne le trouvera pas en dorsal. Le tibial antérieur, voilà, on le voit aisément, il fait ça, il fait ça et il tombe sur le côté. Sinon il ne serait pas non plus anti-valgus de l'avant-pied, donc il est là. Et là on le sent aisément tout de suite dans sa sensibilité. Et il a un rôle très important parce que voilà, en faisant ça, il allège la première tête aisément. On se méfie qu'il n'y ait pas une ténosynovite, qu'il n'y ait pas une douleur de réflexion ici, et voir avoir une ténosynovite chez certains sportifs qui vont jusqu'à remonter au niveau de la crête. Qui pose un diagnostic différentiel avec la périostite tibiale, attention, parce que la direction n'est évidemment pas la même, pendant que la périostite tibiale c'est complètement ici, dans les dents. La solution simple c'est de faire une petite, accentuer un peu la supination physiologique et demander à la personne de réaliser ça. Nous, évidemment, on a un point fixe et on fait une opposition. Quand on a bien fixé, le système est stable, on lâche le point fixe et on va chercher, pour ceux qui n'ont pas bien l'habitude, mais sinon, voilà, on palpe les yeux fermés et là, on est complètement sur l'insertion. Sur l'insertion, à la fois sur le premier cuneiforme et la base du premier métal. L'enfléchissement de la lutte, il faut s'en méfier parce qu'il peut être caché quant à une ténosynovite par une aponévrosite. Parce que les deux travaillent un peu dans le même sens. Une élongation du pied va tirer sur l'aponévrose et un pied qui valgise et qui s'aplatit, il va trouver aussi comme effet de contre une prise pulpaire du gros orteil qui va activer l'enfléchissement et qui va devenir douloureux sous forme de ténosynovite. Il faut donc bien les dissocier. Comment les dissocier? Bien, voilà. Quand on est en simple, lorsqu'on réalise une flexion dorsale du pied sur la jambe, on met en tension la partie finale de l'aponévrose plantaire. Je vous rappelle que l'aponévrose plantaire c'est ça, et il y a une branche styloïdienne. Et que là c'est dépourvu de l'aponévrose au sens où on l'entend, de nappe aponévrotique. Donc au-delà, ça ne fait pas mal. Donc là vous avez la corde qui est tendue chaque fois que vous faites une flexion dorsale, chaque fois que vous faites une flexion dorsale du pied, une extension du gros orteil, une flexion dorsale du gros orteil. Donc là, si vous déclenchez une douleur ici, c'est une fasciite plantaire, ça ne peut être rien d'autre puisque le long fléchisseur, il est caché sous l'aponévrose. Très bien. Pour solutionner et faire un distinguo entre les deux, il est très simple, il suffit de faire complètement relâcher la flexion dorsale du pied et de l'orteil. Le pied là est détendu, l'aponévrose est complètement souple et là elle va pouvoir laisser percevoir sous la peau le long fléchisseur, même sans contraction le son. Donc vous allez... Ça n'a pas la même nature de tendon, on sent la différence entre l'aponévrose et complètement. Là on la sent, vous voyez, transversalement vous la sentez. Donc on va faire quoi? Eh bien on va demander au sujet de réaliser une flexion plantaire en poussant sur votre doigt. Allez-y, poussez, voilà. En laissant le pied bien en plantaire pour détendre, vous poussez comme ceci. Ah, on le sent là, et on le sent pratiquement plus là, parce qu'il devient profond, il est inaccessible. Ce qui veut dire que si vous avez une douleur localisée là, sans douleur aponévrotique dans le test précédent, c'est une douleur du long fléchisseur. Si par contre vous avez ce qui arrive, une douleur aponévrotique et une douleur du long fléchisseur, c'est pas anachronique du tout puisque ça va dans le même sens. Tibial postérieur, il est très simple, il se situe complètement sur la face médiale et on le retrouve aisément ici, en fermant les yeux, on le sent descendre et on va le chercher ici. Comment faire? Si on projette le bord antérieur, le pied en position bord antérieur de la malléole, on tombe dessus en étant dans le prolongement de la tangente du bord antérieur. Donc la solution simple, il y a des palpations assez complexes, mais la solution simple, c'est évidemment de faire ça, c'est-à-dire de faire ce mouvement. Allez-y, vous allez là un peu moins. C'est pas la peine de faire un testing, une palpation très forte. Déjà, on le sent bien ici, et on le sent très aisément ici. Il est petit en section, c'est un petit tendon, c'est un fin tendon. Très fin tendon. Là, on l'a complètement, et il est utile d'aller le chercher sur l'aviculaire, parce que parfois c'est un peu sensible.
Voilà, là on est Donc complètement... là on est sur la zone d'anthésopathie. Là on est sur la zone d'anthésopathie. Les zones et là privilégiées on peut avoir une tendinopathie de trajet ou une ténosynovite avec un gonflement majeur qui se prolonge en arrière de la malléole tibiale. On peut avoir l'un sans l'autre ou les deux à la fois. Ok. Douleur syncopale du pied plat, très caractéristique. Ligament glénoïdien. Ligament glénoïdien qui, je vous le rappelle, comble l'espace osseux entre le calcanéus et le naviculaire. Hein. C'est là où la tête s'enchâsse profondément sur un ligament large, épais, encrouté de cartilage. Et évidemment que chaque fois que vous avez un pied plat, l'espace augmente en dimension et tire sur le ligament glénoïdien qui est obligé de supporter toute la charge de la tête du talus. Donc là, on le retrouve très aisément dans une palpation en crochet. Vous vous situez dans l'interligne entre la tête du talus et la partie postérieure du naviculaire et vous descendez comme ceci. Et quand vous perdez le plan osseux, vous palpez en crochet en revenant sur l'interligne. Voilà. Et même si le pied n'est pas... On se situe en arrière de la naviculaire. Voilà. En arrière du naviculaire et juste avant, en crochet, juste avant le talus. Et là, vous avez... Si vous avez du mal, vous pouvez très bien faire ça. C'est-à-dire ouvrir l'avant-pied pour lui donner un petit peu de distance. Un canal tarsien qui est une compression du nerf tibial postérieur qui se trouve comprimé dans le passage et qui donne, avant de donner de douleur, il donne plutôt des paresthésies dans les orteils. Et le signe de Tinel, bon c'est bien de le frapper, le mieux c'est encore de le palper profondément avec les mains, avec deux doigts. Et ça irradie dans les orteils. Ça irradie et puis ça fait mal, on déclenche une douleur à la palpation. Cours fibulaire, très intéressant, il est sensible selon deux comportements biomécaniques différents. Il est évidemment antivarus avec le long, mais il est antivarus tardivement, pas avant 30-35% du cycle de marche. Donc dans un premier temps, ce ne sont pas les fibulaires qui stabilisent l'arrière-pied en latéral, c'est le LLE et le tibial postérieur, qui a un rôle très particulier à ce stade. Le cours fibulaire, toute douleur mal systématisée, dite montrée par un patient ou une patiente ici, là, en longitudinal, pas localisée, c'est toujours une douleur du cours fibulaire. Et attention, le cours fibulaire, on le voit bien ici, on le voit bien, il monte. Ne le cherchez pas là, vous êtes en dessous de l'insertion. C'est très oblique, c'est là que vous palpez dessus, voilà, comme ça. Le rapport à ça, on est d'accord qu'une douleur décrite comme du 5e métatarsien sur son bord latéral doit faire penser systématiquement à... En premier lieu, oui. Voilà. Après, oui. Indépendamment de toute autre chose, mais première chose, sur un pied, un comportement... Alors, si le comportement biomécanique de comportement possible, s'il est varus, ça paraît une logique implacable que d'avoir une douleur ici, encore que on a souvent des douleurs du LLE et puis aussi du long fibulaire associé. Mais par contre, on rencontre ces douleurs du cours fibulaire isolé, bon, évidemment après des entorses graves ou avec des déchirures, mais au-delà de ça, avec notamment des pieds valgus. Des pieds valgus qui font que l'avant-pied est en pronation-abduction et que cette pronation-abduction qui doit être faite par le cours fibulaire est déjà faite par la désaxation dans les 3 plans ou au moins dans les 2 plans de l'avant-pied. Et le muscle, au lieu de pouvoir réaliser son mouvement qui est déjà fait par la combinaison des articulations de l'avant-pied et du médio-pied, il tire sur quelque chose qui est déjà acquis et figé et bloqué. Et donc là, vous faites non pas une tension, une tendinopathie d'insertion par contraction excentrique comme dans le varus, mais une contraction concentrique parce que le cours fibulaire, dans sa phase de contraction, il tire sur quelque chose qui est déjà positionné, position que lui devait apporter à cet avant-pied. Et donc il faut corriger la supination, la pronation, pardon. Il faut corriger la pronation, à l'opposé de ce qu'on peut penser dans un premier temps, pour faire lâcher ce cours fibulaire qui va retrouver une course normale sans opposition à sa contraction puisque le mouvement reste à faire. Donc il se retrouve dans un cycle de tension
qui redevient physiologique. Et il ne bloque pas sur une porte qui est fermée à double tour, le mouvement, la porte étant déjà fermée. Ok. Long et court fibulaire font mal ensemble. Là, ils font mal ensemble en rétro et sous-malléolaire. Antivarus. Le long fibulaire n'est pas impliqué dans les pathologies valgisantes. Il est impliqué que dans les pathologies avec le court varisant, antivarisant. Ok. D'accord? Différencier bien, alors là, la palpation, il y a une palpation subtile qui consiste à pousser la première tête. Allez-y, vous allez pousser la première tête vers le bas. Faut faire un Et vous mouvement allez faire d'inversion. ça. Voilà, vous allez partir d'un peu plus haut. Voilà. Ça consiste à faire ça. Pas facile à faire, mais voilà, on va essayer de la faire. Attendez, on redémarre à 0. Allez-y, poussez. Voilà. Et là, voilà, on a une tension. Vous voyez, cette tension-là, c'est la tension du long fibulaire. Pas du court. Et si on fait, on fait en même temps ça et qu'on s'oppose réellement à cette pronation, allez-y. Non, dans ce sens-là, je m'oppose, voilà. Là, on retrouve à la fois l'insertion du court et du long qui vient se compléter ici. Là, on voit les deux qui se dissocient, on les sent bien sous la peau. Pour les thalalgies isolées, mais qui peuvent se compliquer de plantalgie. La thalalgie isolée, il y a toujours un point gâchette. Même si la personne ne vit pas la douleur à cet endroit-là, parce qu'elle est souvent irradiante, il faut la déterminer par ce point gâchette. Le point gâchette consiste à faire une tension. Voilà, on se place juste en avant. En gros, c'est à l'aplomb du bord postérieur de la malléole interne. Voilà, à la jonction, là. Et là, vous voyez, on est complètement dessus. Et alors, l'intérêt, c'est à la fois de lâcher et de mettre sous tension par la tension du gros orteil. D'accord. Avec le gros orteil, évidemment, ça tire la pénévrose. Et là, la talocrale, on la bouge pas trop. Non. Non, d'accord. Voilà. Là, quand je fais ça, vous sentez, là, voilà. Là, je le mets en tension, là, je le lâche. Là, je mets en tension l'anthèse, enfin, voilà. Et là, d'accord. Ok. Comme ça permet de garder la même pression en sentant le tendon se mettre en tension et en se relâchant. Sûr, et ça fait souvent beaucoup plus mal quand il est relâché que tendu. Vous faites un bon signe comme ceci. Ceci étant dit, ça signe le diagnostic, mais il faut absolument, ce que tout le monde ne fait pas d'ailleurs, faire évaluer les radiations pour complètement décharger la zone. Qualitatif, l'évitement. Voilà. Alors on rencontre parfois des douleurs ici, très centrales, moins fréquemment, mais on en trouve, parce que une radio qui vous montre une épine dite catanéenne ici, en réalité, quand vous regardez, vous faites de la dissection, il y a plein d'anthésopathies sur toute la plante du pied. L'épine est un témoignage d'un excès de contrainte avec une forme d'ossification, périostite ossifiée, mais présente ou non, voilà, ça n'a pas de signification. Souvent elle apparaît après, parfois pas. Alors la plantalgie, donc surtout, la plantalgie c'est la ponévrosite ou la fascéite. Ne pas confondre une fascéite plantaire de biomécanique, de tension d'une maladie de l'édérose qui n'a rien à voir, que les nodules n'ont rien à voir avec, voilà, c'est pas généralement pas douloureux, sinon quand ils sont gros ils touchent le sol, mais voilà, c'est pas. On a souvent le diagnostic différentiel aux thalalgies de la bursite de l'œil noir. Alors la bursite de l'œil noir, c'est quelque chose qui se trouve assez central au talon. Voilà. C'est une bourse séreuse physiologique qui, semble-t-il, ça mérite d'être revisité, des pouvoirs d'amortissement importants. On trouve parfois des douleurs, mais c'est des douleurs très caractéristiques de quelqu'un qui court, qui saute, qui utilise beaucoup son talon en réception, etc. Alors, le sinus du tarse. Alors, il est souvent, lorsqu'on a une entorse du LL lobe, il est contemporain d'avoir une entorse du sinus du tarse, du ligament en L. Mais bon, elle passe souvent inaperçue, elle est passée au second plan, celle-là est plus douloureuse, elle est plus visible, etc. Et les gens viennent vous voir 2, 3, 4 mois après, quand ils sont guéris, avec une douleur dans la cheville, qui traverse la cheville, électrique, sur terrain inégal. Et il n'y a pas grand-chose d'autre qu'une arthrose de la talochlorale, mais bon, on est dans un autre contexte. Sinon, d'un syndrome du sinus du tarse avec une entorse. Comment le diagnostiquer? Relativement simple.
quand vous avez éliminé toutes les douleurs séquelaires de l'entorse du LLE, faisceau antérieur, moyen, machin, et que vous êtes à chercher une douleur électrique de décharge sur terrain inégal, un peu atypique, eh bien vous avez cette douleur du sinus du tarse. Alors, cette douleur du sinus du tarse, sachez que là vous l'ouvrez, là vous le fermez, là vous l'ouvrez, et qu'il faut l'ouvrir mais pas trop, parce que si vous l'ouvrez beaucoup, vous faites une tension de peau qui s'oppose à la pénétration. Voilà. Donc il faut l'ouvrir quelque peu, et puis savoir jouer dessus, et orienter votre pression en arrière, en bas, et en médial. Là, voilà. Vous avez une sensibilité naturelle, un peu comme la Morton, et il faut généralement, comme la Morton, et on a 2 pieds, donc faire des examens comparatifs. Donc ouvrir mais pas trop, et voilà. Ouvrir, on ne referme pas tendre la peau, voilà. Okay. Ouvrir, bon, alors d'abord fermer, bien localiser, après on ouvre doucement, et on fait une petite tension, mais pas trop, parce qu'après ça bloquera la pression. Il faut la faire, et il faut tenter plutôt de la faire bilatéralement. Alors si tu devais palper un LLE... Alors si je devais palper un LLE, il faut revenir à la position de référence. Le premier faisceau, le plus facile d'accès, pour bien situer, parce que souvent il y a un édème, dans une autre on sait qu'on est mal, c'est de palper le premier faisceau, le plus visible, c'est le faisceau moyen. Et là on le palpe bien en venant plaquer le tendon sur le bord de la malléole. Et ensuite, c'est la pure connaissance de l'anatomie, il faut remonter le bord antérieur de la malléole, sachant que le pied est à 90 degrés, et que vous avez ici, en gros, un faisceau antérieur que vous ne percevrez pas et qui est dans la direction du sinus du tarse, que vous ne percevrez pas, mais que vous déclencherez douloureux s'il l'est, en le plaquant contre la malléole. Et en plus, vous pouvez jouer sur l'étirement. Voilà, le sinus du tarse, il est là, et le faisceau antérieur, je vais essayer de tirer la peau mieux pour... Le faisceau antérieur, il est là, dans cette direction-là, là, ici. Si je le palpe, si je fais un poncing transversal, voilà. Et il fait mal à son insertion, vraiment sur son trajet ou il fait mal à l'insertion sur l'insertion, là. Sur la fibulaire. Il fait, voilà, c'est pas la peine de chercher une douleur de trajet. Talo-fibulaire. Voilà. Et là, par contre, vous voyez, on est distant d'un centimètre. D'où le diagnostic différentiel. Ah ouais, le diagnostic différentiel. Bien dissocier la tendinite du corps de la tendinite d'insertion d'Achille, sachant que l'insertion d'Achille elle est basse, voilà, et qu'on la retrouve par un poncing comme ceci transversal, en la mettant plus ou moins en tension, en mettant le système plus ou moins en tension par la face antérieure de la cuisse de l'examinateur. Voilà, vous lâchez. Sachez que c'est souvent quand vous palpez détendu que vous révélez plus la douleur. Voilà. Vous pouvez avoir parfois des petites douleurs ici, beaucoup plus rares, à différencier de la bursite préachilléenne, si peu fréquente qu'on ne fait que la citer, mais qui existe. Une dizaine de fois. On pince en avant du tendon. On détend le système précipital pour passer les 2 doigts en avant. Et là, on déclenche une douleur majeure. Ça fait très très mal quand on rencontre eux, donc on ne peut pas se tromper. Et là, vous palpez en avant. Ça marche. Ensuite, juste oui, sur cette insertion, qu'en est-il des douleurs irradiantes? Alors voilà, là il y a un côté un peu curieux. Parfois on a des douleurs un peu descendantes ici, radiantes, mal systématisées. Bon. Mais bon, on peut en déduire qu'il y ait des fibres très superficielles qui viennent s'accrocher, mais à ce moment-là, on est plutôt dans quelque chose en haut qui correspond à quelque chose de court, d'hypo-extensive, etc. Donc, ensuite, vous avez le corps du tendon. Le corps du tendon, c'est ça. Le corps du tendon, il est là. Endroit de prédilection. Voilà, on a plus de tendinopathie du corps que d'insertion. Loin s'en faut. On a beaucoup de plantaire, très peu postérieur. Ouais. Et là, vous avez 2 types de tendinopathie. D'abord, vous avez une comparaison aisée avec le tendon opposé quant à sa grosseur, parce qu'il est rare de faire une tendinopathie bilatérale au même degré. Donc là, le tendon d'Achille est entouré d'une gaine, et vous avez 2 types de lésions. Soit vous avez un gonflement, toujours par excès de traction. Je ne parle pas de traumatisme. Toujours par excès de traction, travail. Vous avez un gonflement de l'ensemble du péritendon et du tendon. Et là, nous sommes dans une péritendinose qui fait très mal. Et soit péritendinose, soit vous êtes
dans un gonflement global de péritendinose plus en pressant fort, vous réussissez à percevoir un petit nodule cicatriciel, un peu un noyau de cerise qui se trouve implanté dans le tendon lui-même, au-delà du péritendon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de tendinose sans péritendinite, mais on peut avoir des péritendinites sans tendinose. Vous avez lu. Bon, il faut quand même savoir que le système suro-calcanéo-plantaire, c'est un système en série. Et que toute douleur de la ponévrose plantaire, toute douleur du tendon d'Achille doit impliquer une inspection, une palpation des jumeaux, enfin en tout cas, du système. Toute excès de traction sur un des maillons traduit un excès de traction global. C'est un travail en chaîne. Donc, notamment si vous avez une hypoextensivité, vous avez donc la possibilité de jouer sur cette tension par la face plantaire du pied, et il est vraiment impératif, notamment chez les sportifs, mais pas obligatoirement, de remonter la lame aponévrotique qui fait naître le tendon d'Achille jusqu'à l'insertion du gastrocnémien interne pour vérifier si ici il n'y a pas une sensibilité à la tâche, une sensibilité d'insertion. On n'est pas dans le postérieur, on est dans le postéro-médial, là, juste à la jonction. Et toute douleur là doit faire penser à un risque, si toutefois il y a déjà une pathologie, ou même pas, à une désinsertion du jumeau interne. Pathologie classique. Cette désinsertion, elle a plusieurs formes. Il y a la forme aiguë, grosse désinsertion. Voilà, il y a des insertions partielles, des insertions totales. Ouais. Il y a ce qu'on appelle une déchirure, en fait, c'est une désinsertion. Donc là, on ne peut pas se tromper, on est sûr de trouver. Alors, si c'est une désinsertion partielle, on peut sentir une encoche. Si c'est une désinsertion totale, on ne sent plus rien parce que tout est remonté. Mais c'est souvent avant tout ça, ou dans des petites déchirures, micro-déchirures, ou des tensions, c'est là où il faut être préventif. Ouais. Parce que avoir mal là ou avoir mal là, ça signifie que le système est en excès de contrainte, excentrique, avec les fibres élastiques séries mises en tension avec grande intensité, et qu'il y a un risque aux 3 niveaux ou un de ces niveaux. Et que le traitement, c'est toujours de détendre le système pour diminuer l'intensité des tractions.